Ce texte de loi a un double objectif. Un objectif de simplification et un objectif de fluidification du marché immobilier. Fluidification du marché immobilier qui aurait pour conséquence la baisse du prix. Parce que vous savez qu'un des gros problèmes de notre pays, c'est le mal logement. Et le mal logement est notamment causé par un prix de l'immobilier qui est dans certains secteurs exorbitant et qui rend difficile et qui obère de façon importante le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc l'objet de cette loi, c'est favoriser un marché, favoriser l'offre, en l'occurrence la mise sur le marché, l'augmentation de la mise sur le marché de biens immobiliers et la simplification et la réduction du coût. Il y a un deuxième objectif, c'est aussi l'augmentation des recettes des DMTO, parce que vous savez que les DMTO sont en baisse continue depuis plusieurs années du fait de ce marché atone. Fluidifier le marché, c'est aussi permettre d'encaisser des DMTO et donc de financer nos collectivités locales qui en ont bien besoin. En 2024, seulement 263 000 logements ont été mis en chantier. C'est un plancher historique. Depuis 1980, jamais ce niveau n'avait été atteint. Même en 92, au pire moment de la crise immobilière, de la dernière grande crise immobilière, on était encore au-dessus. C'est-à-dire qu'on était à 275 000 logements entamés versus donc 263 000 en 2024. C'est donc un plancher, alors que les besoins de construction, de mise sur le marché de nouveaux logements n'ont jamais été aussi importants, puisque, comme je vous l'ai dit, le prix de l'immobilier obère de façon très importante le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Les ventes se sont aussi effondrées, plus de 1,2 million de transactions en 2022. Nous sommes tombés à 750 000 en 2024. C'est donc une diminution de 40%. Et j'insiste lourdement là-dessus. Environ 5% du prix du logement est consacré au DMTO. Et donc, quand vous avez 40% de baisse de transactions, vous avez mécaniquement 40% de baisse de ces DMTO, donc des collectivités locales qui se retrouvent dans des situations complexes. Nous pouvons ainsi constater que l'offre ne suit plus, les mises en chantier s'effondrent, les ventes également, et dans le même temps, la demande reste forte. Ce déséquilibre alimente la hausse des prix et la pression sur les loyers. Or, on ne pourra pas loger davantage de Français si le marché reste figé. Aujourd'hui, des biens existent, mais ne circulent pas, et notamment en raison d'une fiscalité qui décourage la vente. En effet, le logement est l'un des secteurs les plus fiscalisés de notre économie. Les prélèvements relatifs au logement atteignent 96,7 milliards d'euros en 2023. C'est le niveau le plus élevé d'Europe et même du monde, même si on n'a pas fait une étude exhaustive à travers le monde. Dans les grandes économies de l'OCDE, c'est le niveau le plus élevé. Mais on est habitué malheureusement à ce genre de record en France. TVA sur la construction, droit de mutation, taxe foncière, taxe sur le logement vacant, impôt sur la fortune immobilière, taxe d'habitation sur les résidences secondaires, tout y est. En prime, une fiscalité des plus-values immobilières qui pousse les propriétaires à attendre de vendre. Cette proposition de loi vise donc à déverrouiller le marché. Elle repose sur deux piliers: alléger la fiscalité qui bloque les ventes et lever les contraintes qui étranglent le parc locatif privé. En effet, aujourd'hui, un propriétaire qui détient un logement non occupé comme résidence principale est taxé sur la plus-value à hauteur de 36,2%, 19% au titre de l'impôt sur le revenu, 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Pour éviter cette imposition, il doit garder son bien pendant 22 ans pour être exonéré d'impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Ce système censé lutter contre la spéculation a surtout un effet pervers. Il encourage à ne pas vendre, ce qui contribue, comme je vous l'ai dit, à bloquer l'offre. L'article 1er de cette proposition de loi change cet effet pervers. Il accélère le rythme d'abattement. À partir de la 6e année de détention, un abattement de 20% par an s'applique. On aboutirait donc à une exonération totale d'impôt sur le revenu au bout de 10 ans. Aujourd'hui, l'abattement est de 6% par an, entre la 5e et la 21e année, puis 4% la 22e.
un rythme trop lent, trop en contradiction avec la fluidité nécessaire au marché. En revenant à un modèle plus rapide, nous restaurons une incitation à vendre, donc à remettre des biens sur le marché. Et c'est l'ensemble des transactions qui seraient donc relancées. L'article 2 va dans le même sens pour les prélèvements sociaux. Le rythme d'abattement est aujourd'hui encore plus lent, 1,65% par an de la 6e à la 21e année, et 1,6% la 22e, puis 9% jusqu'à la 30e. Nous proposons donc d'aligner ce rythme sur celui de l'impôt sur le revenu, 20% par an à partir de la 6e année, pour une exonération à 10 ans. Ce double alignement répond à une logique de cohérence en évitant les effets de seuil incompréhensibles. Il est également soutenu par une considération budgétaire locale. Si l'État renonce à une partie des recettes d'impôt sur les plus-values, les départements, eux, pourraient voir leurs recettes augmenter via les droits de mutation. Un rebond des ventes leur serait bien évidemment favorable. Le second axe de cette PPL concerne la réglementation du parc locatif privé. Depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G sont interdits à la location. En 2028, ce sera au tour des logements classés F. En 2045, ceux classés E. Ce calendrier a été fixé par la loi Climat et Résilience, mais il a conduit en réalité à une hémorragie du parc locatif. En effet, selon le SDES, 15,6% des logements du parc locatif privé sont aujourd'hui classés F ou G. Cela représente plus d'1 million de logements. À Paris, les logements G sont déjà interdits à la location, alors qu'ils représentent 9% des résidences principales. Si on y ajoute les F, on arrive à 20% du parc. Ainsi, depuis 2021, le nombre d'annonces de location a chuté de 61% à Paris. Le problème, c'est que ces contraintes s'appliquent même au baux en cours. Un bailleur qui loue depuis 10 ans un logement classé G se retrouve du jour au lendemain en infraction, sans pouvoir vendre ni rénover. Il se retrouve donc coincé. Et pourtant, ces travaux sont souvent impossibles. En copropriété, il faut un vote. Dans les centres historiques, les architectes des bâtiments de France peuvent aussi bloquer ces travaux. Les calendriers légaux ne tiennent pas compte de ces contraintes. Ils demeurent trop rigides. De plus, il repose sur le DPE, dont la fiabilité est, vous le savez tous, chers collègues, très contestée. On a tous été confrontés à des lectures de DPE qui ne correspondaient à aucune réalité. Une étude de 60 millions de consommateurs montre que pour un même logement, le DPE varie de 2 à 3 classes selon le diagnostiqueur. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Ce que je viens de vous dire, donc l'étude de 60 millions de consommateurs, donc, qui a démontré son sérieux à travers toutes les études qu'elle a réalisées jusqu'alors, cette étude démontre qu'en fait, selon le diagnostiqueur qui est sollicité, on peut avoir, de manière mécanique et généralisée, plusieurs millions de logements qui disparaissent du parc immobilier locatif. Donc c'est vraiment fondamental. Et par rapport à ce que je vous expliquais et ce que vous savez tous en réalité, à savoir que malheureusement le logement coûte trop cher en France et obère de manière beaucoup trop importante le pouvoir d'achat de nos concitoyens, réduire encore l'offre conduirait à augmenter à nouveau le prix de l'immobilier. Le DPE mesure une consommation théorique, pas réelle, et il pénalise l'électricité par un coefficient de conversion absurde. 2,3 kW d'énergie primaire pour 1 kW d'électricité. Résultat, un logement chauffé à l'électrique est classé G, alors que le même logement au gaz est mieux classé. Il faut quand même, j'insiste encore sur ce point. L'électrique, un logement qui serait classé G en électrique, serait mieux classé s'il était chauffé au gaz. Il me semble que c'est absolument absurde par rapport à tous les efforts qu'on essaie de faire pour réduire la part des énergies fossiles dans le mix énergétique français et dans la promotion de l'électricité, dont on sait qu'elle est, en France, très très massivement décarbonée. De plus, sur le plan environnemental, l'efficacité est douteuse. La Cour des comptes elle-même parle de résultats limités. Le Conseil d'analyse économique a montré que l'écart de consommation réelle entre les logements FG et les logements AB est 6 fois inférieur à ce que prétend le DPE. Je répète, la consommation réelle des logements FG et les logements AB est 6 fois inférieure à ce que prétend le DPE. Voilà.
L'article 3 de cette proposition de loi supprime donc le calendrier légal de performance énergétique. Je précise qu'il ne supprime pas le principe d'un seuil réglementaire, il ne remet pas en cause l'interdiction des G+, pour les nouveaux baux, il ne touche pas au gel des loyers pour les passoires thermiques, il s'agit d'une rédaction de responsabilité, une solution d'urgence qui vise à donner aux bailleurs un moratoire en attendant d'améliorer l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 pour le rendre plus lisible et plus opérationnel. L'idée est de donner un souffle aux bailleurs et en maintenant un cadre, mais en évitant la sortie massive de logements du marché. Ce n'est pas un renoncement, c'est une pause. Car à vouloir aller trop vite, on fait disparaître des logements du marché. Il ne s'agit pas de déréguler, il s'agit de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Aujourd'hui, les prix restent hauts parce que l'offre est bloquée. Les biens existants ne circulent pas, car la fiscalité décourage les cessions, et les contraintes réglementaires poussent les bailleurs à se retirer du marché. Cette proposition lève ces freins, elle remet les biens en circulation et cherche à libérer l'offre à la vente comme à la location. Et quand l'offre augmente, chers collègues, les prix baissent. Plus de logements disponibles, c'est mécaniquement un prix du mètre carré plus accessible et une tension moindre sur les loyers. C'est donc une dépense contrainte qui recule et une augmentation généralisée du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Cette proposition de loi vient corriger un déséquilibre. Elle bénéficie directement à ceux qui peinent aujourd'hui à se loger, les jeunes actifs, les classes moyennes et populaires et les familles modestes. Le logement est devenu un facteur d'appauvrissement. Ce texte veut en refaire un facteur d'émancipation. Je vous remercie.